Donc, je m'appelle Maria-Amparo Sanchez Monroy et je suis née en Espagne en pleine guerre civile, lorsque l'aviation fasciste bombardait les populations civiles pour la première fois de l'histoire. Je suis fille de combattants antifascistes. Mon père était officier de la République en Espagne et plus tard en France, il a été lieutenant de FFI, c'est-à-dire que le combat commencé en Espagne contre le fascisme, il l'a continué en exil comme des centaines de compagnons. Il a continué contre l'envahisseur nazi dans le cadre de la résistance en France. Tu me demandais ce que représente pour moi la desbanda. La desbanda, ça veut dire la fuite, plus ou moins. Alors, je ne sais pas si on peut appeler fuite le grand exode que nous avons vécu en février 1939. Euh, oui, de toute façon, à ce moment-là, je crois que pour ceux qui avaient été défenseurs de la République, il n'y avait pas d'autre issue que l'exil ou la mort. L'exode de 39, c'était effectivement essayer de garder la vie sauve, la sienne et celle de toute sa famille. Dont la desbandada, pour moi, c'est l'équivalent de l'exode que j'ai vécu en 39, alors que j'étais un tout jeune enfant, puisque j'ai passé la frontière dans les bras de mes parents et que tout comme eux, j'ai été enfermée dans les camps de concentration que le gouvernement français nous avait réservés. Le premier de ces camps, ce fut Argelès-sur-Mer, sur la Méditerranée, au sud de France. Et à partir de ce camp, eh bien, je crois qu'on a commencé une espèce de tour de France de l'humiliation, puisque la France avait essaimé son territoire de lieux où concentrer. J'ai du mal à dire accueillir parce qu'on n'a pas été accueillis, on a été subis. Hein. D'ailleurs, à l'époque, les documents qui euh, avaient rapport aux étrangers portaient le terme d'indésirables. Indésirables, indeseables, hein, ça voulait déjà dire beaucoup. Ça, ça annonçait en fait le sort qui nous attendait dans l'immédiat. Et ce sort, effectivement, ce furent les camps de concentration et plusieurs autres lieux d'enfermement. Mais c'était bien des lieux d'enfermement où on ne pouvait sortir sans autorisation et où même on était, par exemple, à la prison d'Aubusson où j'ai été enfermée avec maman et 75 autres femmes et enfants au mois de, enfin, l'automne 39, eh bien, c'est une prison où on nous enfermait à double tour. Hein. On était traités donc quasiment comme des prisonniers de guerre, quoi. En tout cas, pas comme des hommes libres et pas nous n'étions pas en guerre avec la France, quoi. On pouvait attendre un autre type d'accueil et de statut. Je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à ta question. Tengo otra pregunta. Eh, todo lo que tú vives en esta época
aunque eras muy pequeña, ¿qué impacto tiene en tu construcción de persona adulta? ¿Qué consecuencias tiene? Y también quería saber si ha tenido también alguna consecuencia intergeneracional en la descendencia. Bien sûr que ça a eu une influence. Bien sûr que j'ai été petite et que je n'ai pas de souvenir propre de cet enfermement. J'ai dit tout à l'heure, j'avais 1 an au camp d'Argelès-sur-Mer et j'ai fait mes 2 ans à la prison d'Aubusson. Je n'ai pas de souvenir personnel. Mais je crois quand même que, par exemple, les angoisses de ma mère, la peur, ses battements de cœur quand elle me tenait serré contre elle, notamment à la prison d'Aubusson, où, m'a-t-elle dit, je dormais dans une boîte de carton qu'elle tenait appuyée sur son cœur toute la nuit pour essayer de me préserver des rats qui se baladaient la nuit dans cette vieille prison. Il faut savoir que la prison d'Aubusson était, en 1939, une prison désaffectée où les derniers occupants avaient été les prisonniers de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire de 14-18. Et c'est là qu'ont été enfermés femmes et enfants. C'est là qu'il s'est passé des drames, puisque un petit enfant de mon âge a été mordu par les rats une nuit. Enfin bon, mais comme on était abandonné, fermé à double tour, il n'y avait ni aide, ni secours, et même pas de soins possibles. Dans cette même prison, d'après ce que maman m'a raconté, un petit enfant est mort de diphtérie. C'est-à-dire qu'il est mort étouffé dans la nuit et que sans secours, non. Et le lendemain, quand le directeur de la prison est venu ouvrir, enfin, et les gardiens sont venus ouvrir les portes, je crois que toutes les mamans qui étaient là se sont précipitées sur lui et elles voulaient lui arracher les yeux, quoi. Euh, voilà ce qu'ont vécu les mères espagnoles, quand même. On le dira jamais assez que dans toutes les guerres, et ça continue hélas, ce sont les femmes qui paient souvent le prix le plus fort. Et pour revenir sur ce que tu me disais, je n'ai pas de souvenirs précis, mais bien que je ne sois pas une fan de Freud, je pense effectivement que dans notre inconscient, il y a des choses qui s'inscrivent, il y a des vécus, il y a des dont on n'a peut-être pas une mémoire propre, mais qui, quelque part, ont pénétré ton inconscient. Et comme je le disais tout à l'heure, cette angoisse de ma mère, c'est cette peur, tout ça, je l'ai ressenti. Et tout ça, quelque part, je le porte aussi en moi. Et si ça a eu une incidence, tu me demandais, c'est ça? Dans la descendance, je ne sais pas. Ça a eu une incidence tout au long de ma vie, ça c'est sûr. Ça a compté dans mes engagements, ça a compté dans mon positionnement au cœur de la société. Je pense qu'il n'y a pas de hasard et que on est marqué par son enfance et que la mienne, qui a commencé enfermée dans des camps de concentration avec des barbelés, entourés de barbelés, je crois que celle-là, elle reste ancrée, quoi. Et que même si je vivais 1000 ans, je la traînerai avec moi. Para terminar, dos preguntas, Amparo. Una, hay un sector de la sociedad española, sobre todo dentro de la política, totalmente contrario
a hacer memoria, que existan leyes de memoria histórica, la ley de memoria democrática, que no se hable del tema y nos acusan a los que sí somos favorables de promover venganza y rencor. ¿Crees, Amparo, es que tú tienes ese sentimiento de rencor? Quisiera que me aclarara esto, si tú has sentido rencor hacia todos estos recuerdos que evoca lo que tú propiamente has vivido y me gustaría que concluyéramos explicando a los jóvenes por qué tú crees que es necesario que existan leyes de memoria democrática y por qué hay que hacer memoria y por qué se tienen que conocer estos hechos que tú has vivido, porque es importante que los jóvenes conozcan esto. Bien sûr, c'est important que les jeunes sachent qui ils sont, d'où ils viennent, et qu'ils sachent qui étaient leurs parents, leurs grands-parents, tout comme on leur apprend à l'école qui étaient les Grecs et les Romains. Il faut aussi qu'on leur apprenne qui étaient leurs parents. Dans ce pays, il y a eu un coup d'État. La guerre civile n'a été que la conséquence d'un coup d'État militaire. Et ça, il faut que ça figure sur les livres d'histoire un jour. Et c'est pour ça qu'on se bat, nous, enfants de républicains, nous, au travers d'associations mémorielles. Par exemple, actuellement, je milite à AGE, Association Guerra y Exilio. C'est une association qui existe depuis les années 2000, un peu avant, et qui mène ce combat pour que l'histoire, un jour, s'écrive telle qu'elle a été et que surtout, on donne à chacun, à l'intérieur de cette histoire, la place qui lui revient. On ne peut plus accepter que nos parents aient été condamnés à mort pour rébellion militaire. C'était qui les rebelles? Il faut quand même remettre chaque chose à sa place. Les rebelles, il me semble que ce n'étaient pas les républicains qui se battaient pour défendre un gouvernement qui avait été légalement instauré. Alors si il y a eu de la rébellion militaire, je pense qu'elle est du côté de Franco et de ses acolytes. Voilà ça, d'une part. Après, je crois, tu m'as demandé pourquoi c'est important de le savoir. Bon, et bien, c'est toute l'importance de la transmission. Si les jeunes connaissent leur histoire, déjà, ça leur permettra comme ils connaissent leur histoire, personne ne la leur racontera autrement. Donc, il y a ça, surtout à l'époque où on est actuellement, où le révisionnisme, quand même, on le retrouve dans nos sociétés. Excusez-moi. Donc, la transmission est importante, même si j'ai conscience que l'expérience, c'est quelque chose que chacun doit faire à titre personnel. Mon expérience à moi ne peut pas forcément servir à d'autres. Par contre, ils peuvent en tirer une espèce de matière déjà à réflexion. Et puis surtout comme un avertissement sur la fragilité des démocraties. Et surtout, enfin j'espère, que ça développe en eux à la fois qu'une démocratie, c'est sans doute pour un être humain le moins mauvais des systèmes, et que à partir de là, oh là là, excusez-moi, mais j'ai du mal à parler. Et que cette démocratie, donc, ça leur donnera envie de la défendre, sachant ce qu'est une dictature. Et ça, dans la transmission, nous, on peut raconter comment le premier réflexe de toute dictature, c'est d'effacer tout ce qui dérange son idéologie.
dont les dictatures, elles commencent par brûler les livres, elles commencent par se défaire non seulement de ceux qui sont contraires à leur façon de voir, mais ils poussent l'acharnement jusqu'à essayer de détruire l'idée même des personnes. C'est une mort physique, mais c'est aussi ils essaient d'anéantir l'idée même de démocratie. Et quand on a vécu tout ça avec de la manière la plus brutale, avec toutes les conséquences, eh bien on ne peut qu'être inquiet quand on voit actuellement de quelle manière et avec quelle force, à peu près partout, et en Espagne surtout, comment l'extrême droite relève la tête et comment des idées nauséabondes continuent à se faire sentir de manière de plus en plus oppressante. Voilà, je ne sais pas si... Oui. ¿Cómo fue la vida en Francia de sus padres desde el Ah ben, momento del exilio? ah ¿Y oui, qué le han transmitido de su experiencia? Porque para las familias que se quedaron en España, lo que se impuso fue el silencio y el bien miedo. sûr, Mientras ustedes en oui, Francia vivían con cierta libertad o incluso oui, ben, participaron en la libre. Segunda Guerra Mundial. Très surveillé, libre, c'est pas tellement le terme, très surveillé, jusque beaucoup d'années plus tard. Hein. Il faut pas oublier qu'il y a eu des, je sais pas s'il faut appeler ça rafle, mais jusqu'aux années 50, il y a eu et même plus tard, hein, nous étions quand même surveillés. Mais c'est vrai que la France, malgré la mauvaise réception qu'elle nous avait réservée, c'est un pays quand même où il y avait eu 1789, c'est un pays avec une longue tradition démocratique par rapport à l'Espagne de la même époque, quoi. Hein. Donc, c'est malgré tout un pays où, effectivement, la parole, au moins, n'était pas occultée comme elle l'a été ici pendant 40 ans de dictature, quoi. Hein. Et donc, 40 ans de dictature, ça suppose que on casse tous les mécanismes sociaux qui permettent le lien entre générations. Alors ça, c'est terrible parce que ça te laisse sans référence, quoi. Hein. Et donc, tu dois te construire dans un monde flou, quoi. Tu flottes entre deux cultures et forcément, il y a un choc quelque part. Et toi, tu dois faire ta route et te situer là. Et c'est là, que, pour répondre plus directement à ta question, que l'exemple des parents, pour nous, a été le meilleur des exemples. Il ne faut pas oublier que c'était des gens qui avaient un idéal fort, un idéal démocratique très fort, dont sur les principes de liberté et de dignité de l'être humain. Et ça, je crois, plus une croyance très ferme à la culture. Hein, voilà, l'instruction. Pour nos parents, ça, c'était la base des civilisations. Et, et je pense que en unissant ces valeurs républicaines que nous ont transmises nos parents avec en même temps l'existence en France, malgré tout, de l'école républicaine française, qui a été, je le pense sincèrement, la meilleure chance pour les petits réfugiés que nous étions. Parce que c'était une école laïque, obligatoire et gratuite. Donc, pour nous, je le répète, ça a été une grande chance. Pourquoi? Parce que nos parents ne nous auraient pas donné une éducation privée, ce n'était pas leur idée, mais en plus, ils n'en avaient pas les moyens pécuniaires. On a vécu dans la misère, on a eu faim, on a eu froid,
on a vécu, et malheureusement, ce que continuent à vivre de par le monde aujourd'hui, des milliers de réfugiés. Mais ce qui nous a donné la force et ce qui nous a permis peut-être de nous situer plus tard dans la société française, eh ben c'est ces valeurs que nos parents ont su nous inculquer. Entonces, a partir de cierto momento en el exilio, ustedes podían hablar sin miedo, sin imposiciones, pero el dolor también estaba ahí, ¿no? Ben, il y avait la douleur. Ah, bien sûr qu'il y avait la douleur. Moi, je sais que j'entendais mon père, depuis que j'ai mémoire, chaque année dire à maman, María, este año volvemos a España. Que te lo digo yo, que este año volvemos. Et il s'est écoulé presque 40 ans avant qu'il puisse revenir. Mais il ne faut pas oublier que c'était un exil forcé, forcé. Donc, ils ont vécu avec cette nostalgie de leur terre et cette envie de retour. Hein, de la même manière, mon père, il disait « Yo no me muero en esta tierra, yo me voy a mi tierra ». Il a attendu quand même la mort de Franco parce qu'on savait très bien ce que les amnisties entre guillemets, qui avait été proclamé dans ces années-là, caché de mensonger, quoi. Hein. Dans la famille, on a connu des gens qui, fatigués d'un exil si long, ou parce que vraiment ils ont cru à l'amnistie, ils sont revenus en Espagne dans les années 55, 60, et ils avaient promis de nous donner signal de vie. Et on n'a jamais eu ce signal de vie. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Le doute est là. Et donc, mes parents ont attendu la mort de Franco et ils sont revenus en 77, juste pour les élections, les premières grandes élections libres, disons, là aussi. Et oui, il y aurait beaucoup à dire, mais bon, c'est pas le lieu ni le temps. Mais par rapport au vécu, c'était quand même un pas. Et je sais qu'ils étaient comme des enfants devant un arbre de Noël, quoi. Hein. Ils ont parcouru l'Espagne pendant 2 ans, de long en large, en travers, jusqu'à ce que malheureusement papa, finalement, il accomplisse son vœu de mourir chez lui, dans son pays, étant resté espagnol envers et contre tout. Voilà. C'est bon? Merci. Merci.